Jusqu'où veulent aller les féministes? Nous sommes égaux, donc nous avons les mêmes devoirs, les mêmes responsabilités et les mêmes droits. Aujourd'hui, les pères se sentent spoliés aussi de leur rôle de papa. Un chômage qui est en hausse, chômage des jeunes principalement, chômage des femmes. Cette inégalité économique constitue une véritable violence, voire même c'est le démarrage d'une forme de violence. Demain, effectivement, elle ne viendrait pas aussi, il ne viendrait pas l'État à prendre en charge, en tout cas allouer une allocation aux femmes au foyer. Mais en fait, il faut savoir tout simplement qu'un homme qui réussit, un homme qui travaille, c'est parce qu'il a derrière lui une femme qui fait tout le reste. Bonjour et bienvenue, Aïcha Sakhri. Bonjour Rachid, merci de me recevoir. Oui, c'est toujours un plaisir, Aïcha Sakhri. Je rappelle, journaliste, militante féministe, on peut dire une des figures du militantisme féministe. On peut dire ça? Oui, on peut le dire. On peut le dire aussi. Et présidente de l'APCE, l'Association pour la promotion de la culture et de l'égalité. Donc ce débat se tient à la veille des deuxièmes assises du féminisme qui vont se dérouler dans Karabakh. Ça va démarrer demain et toute la journée de samedi. Donc deuxième assise du féminisme et donc cette interrogation, jusqu'où veulent aller les féministes? Il faudrait déjà qu'on ait tout pour poser cette question, Rachid. Le chemin vers l'égalité est encore très très long. Il faut savoir qu'on part de pratiquement zéro. Enfin, je dis zéro, mais on a fait des avancées avec le Code de la famille en 2004. Ce code, on s'est rendu compte qu'il n'était plus du tout adapté à la société d'aujourd'hui, à la famille d'aujourd'hui. Donc il a fallu dépoussiérer. Et puis il reste un champ qui n'est pas vraiment abordé, c'est le champ économique. Parce que, in fine, aujourd'hui, quelle est l'arme de la liberté? Quel est le secret de la liberté? C'est l'autonomie financière. L'autonomie financière, c'est quoi? C'est le travail des femmes. C'est ce travail, c'est ces revenus qui lui permettent d'être... C'est-à-dire d'avoir un statut au sein de la société. Vous dites, voilà, ça passe par nécessairement l'indépendance et l'autonomie financière. Voilà, est-ce que c'est ça qui explique? Ça arrive parce que moi, je fais peut-être partie de celles et ceux qui ont été surpris de voir que ces deuxièmes assises du féminisme, par rapport à la temporalité, on est à la veille de l'ouverture de ce grand débat au Parlement sur la révision de la Moudawana, après que les recommandations aient été effectuées par la commission consultative en charge de la révision de la Moudawana, avec le visa, en tout cas le cachet du Conseil supérieur des Oulama qui avait été également saisi. Donc maintenant, c'est sur le terrain politique, et le terrain parlementaire et législatif. Et ces deuxièmes assises, en fait, c'est pas on aurait pu s'attendre à ce que sujet à débat, égalité en matière d'héritage, hommes-femmes, mariage des mineurs, tutelle parentale, tout ce qui est encore d'actualité qui va être débattu au Parlement, ben non. Alors, je ne sais pas si c'est une stratégie de contournement. Là, vous avez décidé, vous, d'accorder une centralité à l'autonomisation des femmes et à la dimension économique. Nous avons décidé ça parce que, de toutes les façons, de quoi nous allons débattre? Le code n'est pas encore sorti. Le code est un projet aujourd'hui. C'est un texte. Personne ne sait ce qu'il y a écrit dans ce code. Et moi, par expérience, on va dire, tant que je ne vois pas un article, un texte de loi écrit, je ne peux pas en juger encore. On a eu des orientations qui, pour ne rien vous cacher, nous ont un peu déçus parce qu'on a vu que le changement de paradigme dont on a parlé lors de la première édition n'a pas eu lieu. C'est-à-dire qu'on est toujours dans le même schéma patriarcal, l'homme pourvoyeur de fonds, la femme, la famille, etc. Donc voilà, on n'est pas sorti de ce schéma. C'est aussi peut-être le modèle de la famille marocaine qui a été préservé et qui veut être préservé en termes de perspective aussi. Oui, non, voilà, de l'identité en fait du ménage. Je ne pense pas, en tout cas, que ce qu'ont demandé les féministes à l'époque perturbe en quoi que ce soit la famille, parce qu'on a toujours dit que le code de la famille qu'on prônait, c'était quelque chose qui était en faveur aussi bien des enfants que des maris et que des femmes. Parce qu'aujourd'hui, on peut aussi se poser la question par rapport au rôle du père. Aujourd'hui, les pères se sentent spoliés aussi de leur rôle de papa. Ils n'ont pas le droit de garde, ils sont privés de leurs enfants. Donc, c'était dans ce sens-là. Parce que quand on dit on change de paradigme, c'est un peu ça. C'est je suis légal, nous sommes égaux, donc nous avons les mêmes devoirs, les mêmes responsabilités et les mêmes droits. Donc, c'est tout. Oui, il y a quand même une petite avancée là-dessus, sur la tutelle parentale. Se dire, j'attends de voir. Voilà. C'était pour répondre à votre question. Donc, pour l'instant, vous dites, on n'a rien sous les yeux, il n'y a pas d'écrit. Oui, moi, je me méfie de la ponctuation, des virgules, des oui, mais. Voilà. Donc, on attend. Ça sera, c'est pour ça que pour répondre à votre première question, le chemin est encore long. Ouais. Et le chemin de l'égalité homme-femme, c'est ça.
Et peut-être que lors des 3e assises, nous aborderons à ce moment-là le texte, la critique du texte, ou en tout cas, quand je dis critique, ça peut être une critique positive comme négative. En tout cas, communiquer sur ce texte, parce qu'il va y avoir aussi un effort qu'il va falloir faire en termes de com, d'explication pour des femmes qui ne savent pas du tout de quoi il s'agit. Mais des hommes aussi. Parce que on a vu ce qui s'est passé il y a quelques mois, avec aussi des interprétations sociales qui ont donné lieu à des bagarres idéologiques sur les réseaux sociaux. Oui, voilà. Donc ça, c'est ridicule. On est en train de se battre, de faire des batailles qui reposent absolument sur rien parce que personne n'a la réponse et ça part dans tous les sens. Les hommes, en tout cas, bon, une certaine frange de la population pense qu'on est là pour leur spolier leurs droits ou leur enlever leurs avantages ou c'est pas du tout ça. En tout cas, le choix de la thématique, c'est essentiellement donc centré sur l'inclusion, sur la contribution et le statut des femmes dans la sphère économico-sociétale. Oui, donc c'est ça qui va être débattu. Il y a plusieurs thématiques qui sont prévues. Dans ce sens, vous dites, ce choix-là et cette orientation-là, c'est surtout parce que pour l'instant, on n'a pas d'écrit, on ne sait pas. Donc plutôt que baser un événement sur de l'interprétation ou sur des choses approximatives, vous dites, voilà, nous, on part sur l'autonomisation des femmes et cet enjeu-là d'inclusion économique. Mais c'est lié aussi au Code de la famille. C'est-à-dire que cette idée est arrivée aussi parce que, justement, lors de la première édition, Anna Serré, que je salue au passage, avait fait un exposé brillant sur, justement, le problème économique de l'héritage. C'est-à-dire, en fait, en gros, ce Code de la famille, il est construit sur un modèle patriarcal et c'est un modèle qui est basé sur le principe domination-soumission et fait que les femmes vont avoir, elles héritent moins, leur travail est considéré comme un salaire d'appoint, et donc elles n'ont pas une place économique importante. Et donc c'est pour ça qu'elles ne bénéficient pas des mêmes droits. Donc il faut corriger ça aujourd'hui. Donc en posant le débat sur le terrain économique, d'abord, sachant qu'il y a aussi un enjeu juridique et législatif derrière. Donc, et sachant que l'économique, parce que le titre exact, c'est violence et inégalité économique. Et aujourd'hui, cette inégalité économique constitue une véritable violence, voire même c'est le démarrage d'une forme de violence. Parce qu'une femme qui est démunie, qui n'a pas d'argent, elle est limitée, elle ne s'épanouit pas, elle n'a pas le choix que de subir. Elle est dans la précarité. Et donc, cette femme doit prendre conscience du fait qu'il faut que pour qu'elle puisse s'épanouir, pour qu'elle puisse avoir sa dignité, ses droits, il faut qu'elle puisse produire et gagner de l'argent. C'est très important. C'est un débat qu'on n'a jamais... C'est comme ça qu'on se fait respecter. Absolument. C'est ça. En fait, donc tout l'enjeu de ces deuxièmes assises, ça va être essentiellement de focuser là-dessus. Je vois aussi, alors certains vous diraient, elle s'est très bien débrouillée, Aïcha. C'est que vous avez un panel, en tout cas la présence affirmée, si je puis dire, de plusieurs ministres. Donc il y a plus de femmes ministres d'ailleurs que de ministres hommes. Alors est-ce que c'est le pur hasard? Parce que vous avez 2 femmes ministres et vous avez un seul ministre homme et un ancien ministre. Enfin, ça correspond. Il n'y a rien de féministe là-dessus? Non, pas du tout. C'est pas du tout. Ça correspond juste à la réalité. On a voulu avoir le point de vue gouvernemental. Donc, il y a le ministère de l'économie et des finances qui est concerné. C'est Nadiaf Taalaoui qui sera là pour l'ouverture. Samedi matin. L'emploi, évidemment, puisque le taux d'activité, exactement, a drastiquement chuté. Donc, on aimerait savoir pourquoi. Vous allez il va être chahuté, non, par les féministes? Non, samedi, c'est une escourie, il y a un terrain conquis ou pas? Terrain conquis, non, mais disons qu'il va falloir quand même qu'ils nous disent, qu'ils nous proposent des solutions et qu'on lui pose des questions. En tout cas, c'est l'ouverture de cette deuxième édition des Assises du féminisme sera assurée par Nadiaf Taalaoui, donc ministre de l'économie et des finances, qui est également membre du bureau politique du RNI. Tout à fait. Elle vient plus en tant que membre du gouvernement ou plus en tant que membre du bureau politique du RNI qui dirige l'exécutif. Je dis ça parce que ça peut donner une tonalité aussi sur le positionnement peut-être de ce parti. Je pense que Nadia Alaoui Ftah vient parce qu'elle a beaucoup travaillé sur cette question économique des femmes. Elle a fait un travail remarquable pendant des années. Et c'est un petit peu dans ce sens qu'on l'a invitée, parce qu'elle maîtrise vraiment ce dossier. Elle a beaucoup travaillé, notamment avec les femmes des conseils d'administration pour augmenter le club des administrateurs. Le club des femmes administrateurs, etc. Donc
Donc, elle s'est beaucoup investie. Et puis, elle est ministre de l'économie et des finances. Est-ce qu'il faut en déduire c'est une fierté aussi pour nous, les femmes. Aïcha Sarril, quand on voit qu'effectivement, c'est Nadia Ftalaoui qui va ouvrir cette deuxième édition des assises du féminisme, je vais y arriver. Est-ce que ça veut dire aussi qu'elle incarne, pour vous, pour le mouvement féministe au sens large, cette vision progressiste, cette vision d'équilibre et d'équité et d'égalité en matière de droits hommes et femmes? Oui, ou pas du tout? Absolument. C'est la bonne personne à la bonne place. C'est une femme brillante. C'est une femme qui a fait ses preuves dans l'entreprise privée, dans le gouvernement précédent, enfin, quand elle était en charge du tourisme. C'est une femme compétente. C'est tout simplement, c'est une justice. Qui partage la même idéologie, j'ai envie de dire, que les féministes, c'est-à-dire qui est extrêmement favorable à l'égalité, une égalité aboutie homme-femme. Moi, je pense qu'il y a aussi quelque chose qu'il va falloir dédramatiser. Le mot féministe n'est pas du tout un mot insultant ou un mot extrême. Ça veut dire tout simplement l'égalité. Et quand on définit ça aux personnes, personne n'est contre l'égalité, ni les hommes ni les femmes, en réalité. Il faut juste l'expliquer, se dire, voilà, on est une société, il ne faut pas que ça soit bancal. À compétence égale, pourquoi on va choisir un homme toujours? Il y a des femmes compétentes. Donc, au plus haut niveau de l'État aussi, il y a énormément de femmes compétentes. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir effectivement une femme ministre des Finances. Je trouve que c'est une belle avancée. Est-ce que vous allez compter? Est-ce que ça veut dire aussi que vous allez ça peut sous-entendre aussi que vous allez peut-être pouvoir jouir d'un appui politique du RNI dans ce débat qui va s'ouvrir au Parlement? Vous avez Nadia Ftalaoui qui est ministre du gouvernement, qui est membre du bureau politique du RNI et qui va être un peu la tête d'affiche, en tout cas celle qui va ouvrir cette deuxième édition des assises, ou c'est simplement le profil? Moi, c'est le profil. Nous, la PCE, ce n'est pas une association qui est politisée. Les associations féministes qui seront présentes ne sont pas politisées. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la société civile. La société civile a envie de savoir qu'est-ce qu'on fait pour améliorer la condition économique des femmes. Elle a envie de poser des questions. Elle a envie aussi de proposer des solutions. En gros, on ne peut pas applaudir avec une seule main, comme on dit. On a besoin d'unir nos forces à tous, c'est-à-dire secteur privé, le gouvernement, la société civile, pour trouver une solution à cette problématique, qui est une problématique qui figure dans l'agenda gouvernemental aujourd'hui. Agenda gouvernemental, mais on l'a bien vu aussi, si on devait faire un point de situation sans être politique, je ne vais pas vous demander de faire un commentaire politique à Aïcha Sarril, mais c'est vrai que le taux d'activité des femmes a baissé antérieurement à 2021 et la mise en place de ce gouvernement, mais bon, il baisse de manière continue depuis plus de 10 ans. Donc, c'est-à-dire aussi, est-ce que peut-être les féministes, et peut-être au-delà, sont aussi en droit peut-être de demander des comptes aussi à ceux qui sont aux responsabilités sur cette question-là? C'est un chômage qui est en hausse, chômage des jeunes principalement, chômage des femmes également, et un taux d'activité des femmes qui ne cesse de régresser et de baisser. Et est-ce que c'est un sujet aussi qui va être abordé durant ces assises? Je crois savoir aussi. Donc, mais pas d'un point de vue politico-partisan, c'est ça que vous voulez dire? Ce sont des analyses. On va faire des analyses avec la présence d'économistes, de sociologues qui vont expliquer un petit peu pourquoi ce taux a baissé. Sachant que dans le monde, c'est pas moi qui le dis, mais dès qu'une crise se profile à l'horizon, en général, c'est les femmes qui en payent le prix. Et les jeunes. Et on a eu une énorme crise qui s'appelle le Covid, avec le confinement, qui a fait perdre aussi des points. Maintenant, ce ne sont pas les seules raisons. Cette baisse, elle est là depuis, je pense, 2010. Et donc, c'est intéressant de s'intéresser aux causes. Alors que paradoxalement, nous avons de plus en plus de femmes à l'université. Et nous avons un des meilleurs taux de femmes ingénieurs, je crois, dans le monde, qui est de 47%. Par rapport au ratio. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Où elles sont ces femmes? Est-ce qu'elles ont du mal à trouver de l'emploi? Ou est-ce que peut-être qu'elles privilégient encore, parce que nous restons une société traditionnelle pour laquelle le mariage est la pierre angulaire de la famille. Et donc, pour pouvoir se marier, faire des gosses, elles renoncent peut-être à l'emploi. Est-ce que c'est parce que leurs salaires ne sont pas égaux à ceux des hommes ou leurs responsabilités ne sont pas les mêmes? Enfin, est-ce que parce qu'il n'y a pas de crèche ou de problème de garde? Donc, c'est avoir en tout cas des réponses durant ces assises-là. Exactement. Avec les panels qui vont être organisés. Et les personnes qui vont y prendre part, c'est essentiellement, d'ailleurs, je vois, sociologues, anthropologues, socio-économistes, c'est essentiellement des femmes?
Alors, panélistes, il y a pas mal de femmes qui seront majoritaires. Elles sont majoritaires. Largement majoritaires, d'ailleurs. J'ai choisi des modérateurs hommes pour essayer d'équilibrer. J'ai vu. Voilà. Ouais. On a M. Jaïdi, qui est un économiste éminent. L'Arbi Jaïdi qui sera là. Donc, pour proposer des recommandations. Il y a aussi un jeune de Kif Mama Kif Baba qui s'appelle Majid Moudni. Coordinateur. Le coordinateur de Kif Mama Kif Baba, qui va aussi nous parler des masculinités positives, parce qu'il y a plein de choses dans cette problématique. Donc les mentalités aussi doivent évoluer. Les médias doivent jouer leur rôle. L'éducation. Donc il y a tout un écosystème et les parties prenantes sont toutes réunies et présentes, en tout cas, durant ces deuxièmes assises du féminisme. Donc, ouverture par Nadef Tchahlaoui, donc ça sera samedi matin. Samedi matin. Suivi de Monsieur Emploi. De Monsieur Sekouri, absolument. Ou de Monsieur Chômage, je ne sais pas. Non. C'est pour vous. Donc, Inclusion, on va dire. Inclusion, Monsieur Inclusion qui sera là, donc qui va décliner aussi certainement, ou redécliner sa nouvelle feuille de route. Absolument. Et on lui posera des questions. L'approche genre n'est pas prévue dans la feuille de route emploi pour le moment. Donc ça a été, en tout cas tout ce qui a été exprimé là-dessus, l'approche genre, c'est quelque chose qui est aussi une centralité pour le mouvement féministe et pour Aïcha Sarri, parce que je vous connais depuis longtemps. Est-ce que là aussi là-dessus, c'est dire voilà, cette nouvelle feuille de route, faire un peu de lobby aussi durant ces deuxièmes assises du féminisme pour inclure cette approche genre? Je pense qu'il en est conscient et que c'est pour ça qu'il veut venir justement pour avoir l'occasion d'en parler. Et donc, on aura l'occasion justement de connaître cette feuille de route et de voir quelle est la part. Est-ce que la problématique genre, comme vous dites, pourquoi ce sont les femmes qui sont le plus touchées par le chômage ou qui ont le moins de chances de trouver un emploi? Pourquoi ce sont les femmes de 50 ans qu'on marginalise dès qu'elles sont au chômage? C'est des questions. On en est encore là aujourd'hui et dans le monde. Un homme de 50 ans est considéré comme un homme qui a en possession de tous ses moyens. Une femme de 50 ans est considérée comme une femme finie. Donc voilà, ça fait partie des injustices. Voilà, et est-ce qu'il y aura aussi sujet à débat, parce que ça fait aussi un peu d'actualité, sur le fait de mettre en place une rémunération, je ne vais pas dire indemnité, parce que c'est un terme qui peut être aussi péjoratif et mal placé, pour ces femmes au foyer. Donc il y aura le ministre de l'Emploi qui sera là, et de l'Inclusion. Est-ce qu'aussi c'est un sujet sur lequel il sera interpellé? Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, nous avons le témoignage de Bouchra Abdou, qui est président de la TEC, qui a mené récemment une campagne sur la valorisation du travail domestique, parce qu'il faut savoir que le travail domestique, jusqu'à présent, n'est pas valorisé. Or, c'est des journées de travail, c'est un travail énorme qui est visible, qui n'est pas compté. Et quand on dit aux hommes, par exemple, pour le code de la famille, par exemple, il va falloir partager les biens acquis en commun, ça les choque. Mais en fait, il faut savoir tout simplement qu'un homme qui réussit, un homme qui travaille, c'est parce qu'il a derrière lui une femme qui fait tout le reste. Et c'est énorme. C'est elle qui élève ses enfants, c'est elle qui prépare à manger. Et donc, lui ne s'occupe que de son travail. Donc, vous êtes pour vous, Aïcha Sarri, qui est une indemnité, qui est une allocation, peu importe le terme en tout cas. C'est un sujet sur lequel je ne suis absolument pas... je ne tranche pas. Je sais qu'il y a des femmes aujourd'hui qui n'ont pas les moyens, si vous voulez, de gagner leur vie. N'ont pas de diplôme, elles sont peut-être analphabètes, et donc oui, pourquoi pas? On assiste bien à d'autres secteurs de l'État, donc pourquoi pas? Mais pour moi, ça serait aussi, si on s'amuse à salarier les femmes au foyer, c'est un petit peu les enfermer aussi dans ce rôle. Et peut-être que certaines aimeraient avoir le choix de pouvoir travailler ailleurs, pouvoir gagner leur vie différemment. Est-ce qu'il vaut mieux être enfermé, entre guillemets, en étant indemnisé d'ailleurs, à savoir à bénéficier d'une allocation, ou de n'avoir rien du tout? Parce que c'est ça le vrai sujet aussi là-dessus aujourd'hui, où il peut y avoir débat. Certains vont dire, voilà, c'est pour ça que les féministes, on ne sait pas trop jusqu'où elles veulent aller, où elles peuvent aller aussi. C'est-à-dire, voilà, aujourd'hui, l'État subventionne beaucoup de choses, hein. La farine blanche, la bouteille du gaz butane, de l'investissement, de l'emploi. Donc pourquoi demain, effectivement, il ne viendrait pas l'État à prendre en charge, en tout cas allouer une allocation aux femmes au foyer? Cette allocation sera d'un montant de combien, Rachida? Est-ce que vous croyez qu'elle va correspondre au travail qui est fait par ces femmes au foyer? Moi, je n'y crois pas vraiment. Et pour moi, ce n'est pas la seule chose que peut faire l'État. L'État a énormément de leviers sur lesquels il peut agir. Il y a l'emploi, favoriser aussi les crèches pour que les femmes actives... Donc c'est prévu, là. Il y a une masculine, on a parlé dernièrement. Mais on demande à voir.
Donc pour l'instant, il n'y en a pas, des pouponnières, mais aussi que les femmes puissent confier en toute sécurité leurs enfants, parce que ça aussi c'est une donnée importante. Le congé paternité pour les hommes, parce que... C'était aussi ambiant il y a quelques temps, et après c'est... Bon, moi je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui vous avez une nouvelle génération aussi de pères qui ne veulent pas être privés de ce rôle de père, qui ont envie de s'occuper de leurs gosses. Alors au nom de quoi on charge les hommes? On leur dit... je donne cet exemple un homme qui vient dans son travail, il dit ma femme est enceinte, je vais avoir un enfant, on l'augmente, on lui donne une responsabilité, il va avoir beaucoup de charges maintenant. Une femme qui dit je suis enceinte, on se dit mince, elle va encore partir en congé de maternité, on ne peut plus compter sur elle, de toute façon c'est fini quoi. Donc c'est mal perçu avec un regard négatif. Voilà, et donc ce sont des mentalités qu'il va falloir changer. Des mentalités qui ont du mal à progresser, à avancer, mais partout dans le monde. Absolument. Est-ce que ces deuxièmes assises aussi du féminisme, c'est aussi, parce que je rappelle également que vous avez une troisième ministre, Naïma Ben Yahia, qui est ministre en charge de la solidarité, de l'insertion sociale et de la famille, qui sera également présente, donc elle pour la clôture, donc ouverture, lancement avec Nadia Ftia Alaoui, RNiste, membre du gouvernement, et fermeture, clôture, avec Naïma Ben Yahia. Est-ce que du coup, c'est aussi se dire, on ouvre avec un membre du gouvernement, on ferme avec un membre du gouvernement, entre les deux, j'ai Younes Khoury, et vous avez également d'ailleurs un ancien ministre, Chakib Ben Moussa. Absolument, pour l'aspect chiffres. Data. Oui, exactement. Data données. Du Haut-Commissariat qui sont la source la plus fiable. Pour revenir à Naïma Ben Yahia, qui est une femme extraordinaire, que j'ai été voir et qui a tout de suite soutenu le projet des assises. Je lui ai proposé la clôture parce que, pour moi, c'est un petit peu le ministère qui va consolider tout ça. C'est le ministère de la Famille. Maintenant, je ne sais pas si elle sera là. Ah. Voilà, donc il y a un souci de confirmation, donc elle a un agenda qui a changé, donc peut-être qu'elle nous rejoindra à un autre moment, donc voilà. On en saura plus samedi. En tout cas, Chakib Ben Moussa lui a confirmé le nouveau patron du Haut Commissariat au Plan, nouveau ex-président. Les trois autres, donc pour répondre à vos questions, j'ai 2 hommes et une femme. Ouais, donc voilà. 2 sûrs pour l'instant. 2 sûrs pour l'instant, donc Naïma Ben Yahia, c'est un point d'interrogation. Oui, mais c'est par souci d'emploi du temps, mais voilà, elle a promis d'essayer de le faire choix du son timing. possible. Aïcha Sarli. Les premières assises, c'était en plein débat, code de la famille. Donc avec les prises de position des uns et des autres, le moderniste, progressiste, et puis surtout le corps silencieux. Parce qu'on avait une majorité silencieuse aussi, tout à fait. Qui était très visible, même si ce n'était pas forcément très audible à cette époque-là. Là, sur le choix du timing, c'est à la veille aussi de l'ouverture d'un grand débat pour une nouvelle loi encadrant le code de la famille qui va s'ouvrir au Parlement. Donc une loi qui devrait suivre dans les prochaines semaines. D'ici la rentrée, certains disent, est-ce que c'est aussi ça qui vous a conduit à programmer ces deuxièmes assises juste avant l'ouverture du débat au Parlement? Non. Ma démarche en tant que présidente de cette association n'est pas du tout politique et elle ne dépend d'aucun agenda. Non, mais politique au sens, ça serait tout à fait légitime aussi de te dire un petit coup de pression associatif. Non, pas du tout. Non. Non, sinon je vous le disais. Pas de souci. Pour moi, je veux institutionnaliser cette rencontre qui s'appelle les Assises du féminisme, qui regroupe l'ensemble de l'écosystème féministe, parce que c'est un espace dont on a besoin. Parce que vous savez, on a aujourd'hui quand même un certain nombre de personnes. Nous avons des anciennes militantes du mouvement historique féministe, nous avons des jeunes, nous avons des activistes sur le net, nous avons des sympathisants de la cause féministe. Et je me dis, il n'y a pas de terrain, il n'y a pas d'endroit où tout ce beau monde peut se rencontrer autour de thématiques. Et les thématiques, il y en a beaucoup. Je veux dire, je peux vous en faire pendant 15 ans. Donc on a le temps de parler. Donc en tout cas, il n'y a pas de lien à faire, de lien périphérique à faire avec l'ouverture du débat Moudawana au sein du Parlement. Non, parce que sinon j'aurais attendu le texte de loi justement pour rebondir là-dessus. Premières assises, recommandations avaient été transmises à la commission consultative en charge de la révision de la Moudawana. Cette fois-ci, il y aura aussi des recommandations à l'issue de ces deuxièmes assises du féminisme qui seront remis à qui? Aux principales concernés, les médias, les membres du gouvernement, enfin, les parlementaires, enfin, les gens qui peuvent avoir une action. Ça va se passer au Parlement, ça veut dire que le débat va se dérouler au Parlement. Là, la thématique d'aujourd'hui, elle n'est pas seulement juridique. Parce que mais elle est politique. Elle est politique. Maintenant, large du terme. Oui, mais parce que ce sont des avancées qu'on peut obtenir sans qu'il y ait des débats
qui soit polémique ou quoi que ce soit. Donc franchement, ce sont des ajustements qu'on peut faire et qui sont à la portée de... Est-ce que vous avez envisagé, Aïcha Sarri, parce que je suis curieux, c'est pour ça que je vous m'attraque peut-être de questions, de remettre aussi des recommandations spécifiquement au chef de gouvernement qui est à la tête d'une large majorité au sein de la première chambre du Parlement et de la deuxième chambre du Parlement, majoritaire également au niveau des collectivités territoriales. Est-ce que du coup, vous avez envisagé ou pas, je ne sais pas, en tout cas, peut-être de remettre oui, bien sûr. au chef de gouvernement et peut-être aussi d'être reçu, d'avoir peut-être une audience, parce que le portage politique, oui, cette fois-ci, va être fait par le chef de gouvernement. Bien sûr, c'est évident. De toute façon, c'est un travail qui va être fait, ce sont des données qu'on va collecter, c'est des recommandations, c'est de la matière. Donc, bien entendu, moi, je donnerai ce document, ce rapport au chef du gouvernement et je serais ravie de pouvoir lui en parler s'il a 5 minutes. Dernière petite question, Aïcha Sarri, parce que les premières éditions des assises du féminisme, donc les recommandations avaient été remises à la commission consultative en charge de la révision de la Moudawana. Après coup, les féministes ont été relativement majoritairement déçus par les recommandations, par tout ce qui est sorti. Est-ce que du coup, vous appréhendez aussi le fait de remettre ces recommandations et puis de se dire ce qui va suivre après le débat au Parlement, aussi peut-être se dire d'anticiper une future ou une éventuelle une nouvelle déception? C'est le risque à prendre quand on est militant. C'est tout. Voilà, on fait notre part, on communique, on essaye, on donne, on propose. Ça passe, c'est bien, ça passe pas, c'est pas grave, on continue quand même. Ça, c'est ce qu'on appelle l'espoir. L'espoir, en tout cas, deuxième édition, c'est à Rabat, ça démarre vendredi. Vendredi, toute demain. La journée, voilà. Une sorte de conclave entre associations féministes. Et samedi, c'est toute la journée. C'est toute la journée 4 panels. Avec 4 panels, des experts, des économistes, et puis l'écosystème féministe qui sera là toute la journée. Avec Nadia Ftihalaoui, ministre de l'économie et des finances, membre du RNI, qui sera là pour l'ouverture de ces deuxièmes assises du féminisme. Il n'y a rien de politique là-dessus. Et la clôture qui devrait, vous attendez confirmation, être assurée par Naïma Benihia, ministre en charge de la solidarité, de l'intégration sociale et de la famille. Et puis, entre les deux, vous avez quand même réussi à caler 2 hommes. Hein. Oui. Oh on a essayé d'en trouver. Voilà. on a essayé de trouver la parité, enfin la discrimination positive. La discrimination positive, effectivement, qui va être. Donc, du coup, il faut que tout le monde vienne, que Naïma Benihia confirme, comme ça, vous aurez une parfaite égalité. Absolument. Donc, vous qui, effectivement, vous cherchez comme cap et comme horizon l'égalité, si Naïma Benihia confirme, il y aura à la fois 2 ministres. Je crois que si elle nous écoute, elle va faire tout ça. On l'espère en tout cas. Voilà. Merci infiniment à vous. Merci Aïcha beaucoup, Sarri. Donc, les deuxièmes assises du féminisme, c'est à Rabat. Ça démarre vendredi, c'est-à-dire vendredi 16, et la grande journée, la super méga journée, les 4 panels, les débats, parce qu'il n'y a pas le débat, c'est les débats, c'est toute la journée de samedi à Rabat. On dit où est-ce que ça se passe ou... Comme vous voulez, ça se passera dans un hôtel connu de la place. Connu de la place. Pour le Haut Sofitel. Les débats seront retransmis en live par notre confrère Média 24. Et je profite de l'occasion aussi, Rachid, parce que comme on parle d'argent, sans argent, on ne peut pas faire ce genre d'événement. Donc, je remercie les sponsors qui nous accompagnent cette année. Ils sont nombreux. Et c'est très important d'être solidaire avec ce genre d'action. Donc, le militantisme pour l'égalité homme-femme, c'est aussi une question financière. Absolument. Merci infiniment à vous, Aïcha Sarri. Et puis à bientôt. Puis on refera un point de situation. Avec plaisir. Assise du féminisme. Donc, c'est à Rabat ce week-end. Merci à vous et à très bientôt. À très bientôt. 7e Sens, à suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.